cette année. Alors, donc, Michel Latroche a accepté de venir faire cette conférence parce que c'est un spécialiste aussi de la question. Michel Latroche a fait donc des études de chimie, bien évidemment, universitaire, à l'université de Nantes, puis ensuite est parti pour un postdoc à Chicago. Puis il est entré au CNRS à Meudon sur donc en particulier effectivement les terres rares, et il est actuellement directeur de l'Institut de chimie et des matériaux de Paris-Est. Voilà, il a eu l'occasion de présenter aussi ses conférences dans d'autres audiences à Paris et ailleurs. Donc c'est pour ça que nous l'avons invité. Donc je vais lui passer la parole. Merci. Merci Anne-Marie, merci à tous d'être présents. Je voudrais remercier l'Association des Amis du Laboratoire Arago de m'avoir invité, d'abord dans cette merveilleuse ville de Banyuls que je ne connaissais pas, mais vous avez un cadre magnifique. Et puis je veux aussi remercier Anne-Marie parce qu'elle m'a piloté depuis Perpignan, fait visiter, on est passé par Collioure, elle m'a fait visiter le laboratoire, enfin, j'ai fait un peu de tourisme cet après-midi et c'est très appréciable. Donc la conférence, je l'ai intitulée, bon, c'est un petit clin d'œil, des terres pas si rares, des terres rares, on verra pourquoi, mais pourtant indispensables. Alors, comme on a dit dans l'introduction, on les trouve à peu près partout, et la première partie de la conférence consistera justement un peu à vous montrer dans quelle technologie aujourd'hui on les trouve. Dans une deuxième partie, on verra un petit peu plus les enjeux de ces terres rares, de l'approvisionnement, le recyclage, mais aussi les nouvelles technologies qui pourraient se développer sur la base de ces éléments. Il y a des travaux récents montre que tout n'est pas encore connu sur ces éléments-là et qu'il y a des propriétés très intéressantes qui pourraient être développées, qui pourraient donner de nouvelles applications. Donc, la première chose, c'est peut-être un petit peu d'historique, puisque on a dit, le tableau de Mendeleïev, c'est 150 ans, mais les terres rares ont été découvertes avant qu'on connaisse le système de périodicité des éléments. Et les premières terres rares ont été découvertes en 1787 par Karl Arrhenius, qui est un minéralogiste suédois, dans des carrières de feldspath, près d'Ytterby en Suède. Alors, juste pour l'anecdote, Ytterby a donné le nom à beaucoup de terres rares, parce qu'il y a tritium, ytterbium, terbium, erbium, qui viennent du fait des gisements d'Ytterby. Ça, c'est une anecdote. Et pratiquement en même temps, enfin, un petit peu plus tard, et indépendamment, il y a un autre groupe en Allemagne, avec le groupe de Klaproth, mais aussi en Suède par deux chimistes, qui étaient Berzelius et Singer, qui ont identifié le cérium, qui est donc aussi une des terres rares. Donc, ces chercheurs-là ont commencé à décliner tout ce qu'on voit ici, c'est toute la déclinaison de ces 14 terres rares, et donc de commencer à identifier tous les éléments, et ça s'est fini, enfin, je veux dire, la découverte totale des terres rares s'est finie en 1907 par un Français, Georges Urbain, qui a découvert le lutécium pour compléter la série. Alors, pourquoi j'ai dit des terres pas si rares en introduction? Parce que quand on regarde l'abondance et les ressources naturelles dans la coupe terrestre, donc ici vous avez l'abondance des différents éléments du tableau périodique. Alors, il faut garder à l'esprit qu'on est sur une échelle logarithmique, donc ça va en puissance de 10. Hein. Et on voit que les lanthanines, donc qui sont les éléments qui sont en rouge ici, et qui sont à la hauteur du trait bleu, finalement ne sont pas si rares que ça, puisqu'ils sont à peu près aussi abondants, si on regarde que le nickel, ou que pas très loin du cuivre, ou de l'étain, ou du plomb. Donc des éléments qu'on ne considère pas du tout comme rares quand les chimistes les regardent. Et donc le terme de terre rare, on n'a même pas l'explication exacte pourquoi elles ont été appelées terres rares. Peut-être parce qu'elles étaient méconnues à l'époque, qu'on ne connaissait pas ces éléments-là, qu'il était assez difficile à extraire aussi. La chimie des terres rares, l'extraction, la séparation des terres rares est très compliquée. Et donc on a considéré que ces éléments étaient plutôt rares, mais non pas pour une rareté, je dirais, dans l'abondance d'un coup terrestre, mais plutôt une rareté à produire ces éléments et à les séparer. Si on veut vraiment des métaux très rares, il faut descendre dans la petite banane en jaune. Alors on peut tomber sur des éléments qui sont quand même très très rares, comme le ruthénium, le platine, l'uranium, le spume, ou le plus rare des éléments qui est l'iridium. Alors, la production de terres rares, elle est assez importante. Alors, je montre en général cette slide parce qu'elle montre un petit peu comment la géopolitique intervient dans ce genre de production. C'est qu'au début des années
50, la production de terrain était essentiellement confidentielle, plutôt en Europe, mais dans d'autres pays. Et puis elle a commencé dans les années 1970 aux États-Unis pour des raisons stratégiques. C'était des métaux considérés comme stratégiques. Alors c'était dans la poursuite du Manhattan Project. Et les Américains ont commencé à produire beaucoup de terres rares. Ils ont un gisement à Mountain Pass. Et ils ont fait ça jusque dans les années 80-90. Et puis ils se sont aperçus que c'était extrêmement polluant, extrêmement coûteux de produire cette terre rare. Et que finalement, peut-être c'était plus simple de délocaliser cette production dans un pays qui était moins rigoureux en termes de coûts de production et les normes environnementales. Et finalement, tout le marché est parti en Chine et on voit que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, la production est essentiellement chinoise. Alors, j'aime à rappeler que la production est essentiellement chinoise pour deux raisons. D'abord parce que les Chinois veulent bien faire le travail de forage et d'extraction des terres rares, et parce qu'on leur a laissé ce monopole, parce qu'on n'avait pas envie de le faire dans le pays. Donc on en débat. Tout à l'heure, j'ai demandé à Anne-Marie, mais si vous avez des questions, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas, parce que moi, je suis plutôt partisan d'échanges vivants, alors il y aura des questions à la fin, mais si vous avez une question au cours de l'exposé, vous êtes les bienvenus. Alors, le fameux tableau de Mendeleïev, donc les terres rares, alors j'ai mis en surbrillance les terres rares, par les éléments. Alors, j'ai pas été jusqu'au 118, je me suis arrêté avant, parce que j'ai pas mis les éléments artificiels. Mais donc, les terres rares, alors on les compte au nombre de 17. Alors, formellement, la série, c'est la série des lanthanides, donc c'est la série tout en bas, donc qui commence au cérium, et puis après, cérium, pathodine, iodine, prométhécium, samarium, je ne vais pas tous les citer, mais jusqu'au lutécium, et qui correspond en fait au remplissage des couches orbitales F, quand je reviendrai après, donc progressif de ces couches orbitales F qui peuvent contenir jusqu'à 14 électrons. Donc on peut remplir toutes ces couches pour ces 14 éléments. Alors, on rajoute le lanthane qui a la même structure électronique que ces éléments, mais qui lui n'a pas d'électron F, puisque c'est 0 F, c'est pour ça qu'on l'appelle les lanthanides. Et puis, puisque quand on regarde le lanthane, il est dans une colonne, et cette colonne, on a au-dessus l'ystrium et le scandium, qui sont isoélectroniques du lanthane, et qu'on associe à des terres rares. Alors, ce ne sont pas des lanthanides, mais on compte parmi les terres rares. Donc, on compte ces 17 éléments, qui sont tous les éléments F, le lanthane, l'ystrium et le scandium dans cette famille. Alors, leur configuration électronique pour les lanthanides, c'est xénon 5D1, 6S2, et puis 4FN, donc les orbitales F, donc on peut remplir. Donc, je vous ai représenté ici les orbitales F, donc ça c'est atomistique, les électrons viennent progressivement remplir les couches F de ces éléments, et ça confère des propriétés assez étonnantes, on verra tout à l'heure à ces terres rares. Alors, on peut classifier les terres rares, leurs propriétés dans trois grandes catégories. Il y a des propriétés chimiques, on verra en particulier l'état de valence, parce que le fait qu'il y ait ces électrons F sont très localisés près du noyau. Mais ils peuvent échanger avec les bandes 5D1, 6S2, ce qui va permettre de faire des changements de valence. On verra par exemple ça a des effets dans la catalyse. Donc on peut utiliser ces propriétés chimiques pour un certain nombre d'applications. On peut utiliser les propriétés physiques de ces terres rares, en particulier, ils ont des masses molaires élevées. Alors, c'est pas directement lié à leur électron F, c'est plutôt lié à la configuration électronique des noyaux, mais on verra qu'il y a certaines applications, par exemple, dans l'industrie nucléaire. Mais évidemment, le plus intéressant et le plus exotique dans ces matériaux, ce sont les orbitales 4S, c'est-à-dire les propriétés électroniques, et c'est elles qui nous intéressent le plus en général pour développer des matériaux pour les applications. Alors, j'ai une liste de quelques applications. Alors, j'ai essayé de mettre les plus importantes au début, puis les petit peu plus exotiques après. Donc, des grandes applications des matériaux à base de terre rare, ce sont le développement des lasers. Donc, la plupart des lasers aujourd'hui sont des cristaux qui sont dopés avec des terres rares. Alors, il y a un exemple de laser que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le YAG, qui est l'yttrium luminum grenat, donc qui est un des lasers les plus communs qu'on trouve dans toutes les applications. Et donc, il est basé sur le fait que les niveaux électroniques 5D, 6S vont écranter les niveaux 4F. Il y a peu d'effets de champ cristallin dans ces ions-là. Et donc, on va avoir des transitions entre deux niveaux électroniques discrètes qui vont permettre d'avoir des radiations monochromatiques. Alors, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance en atomistique, mais pour faire un rayonnement, il faut qu'un électron saute d'un niveau à un autre. Et en fait, la hauteur du saut d'énergie entre ces deux niveaux va définir la radiation que vous allez mettre.
Alors, on ne peut pas choisir les niveaux d'énergie dans un atome, ils sont fixés par la structure électronique. L'avantage des éléments 4F, c'est qu'il y a beaucoup donc on a beaucoup de petites marges d'escalier, et on peut aller choisir dans ces marges d'escalier, et donc on va pouvoir avoir des rayonnements monochromatiques, et on va pouvoir ajuster la couleur, parce qu'on peut faire des lasers rouges, des lasers verts, des lasers bleus, à cause de tous ces niveaux d'énergie qui sont disponibles, et qu'on ne trouve que dans ces éléments-là, parce qu'ils ont des niveaux F, évidemment, si vous enlevez les niveaux F, vous n'avez plus toutes ces petites marges, vous ne pouvez pas tout régler. Donc, les différentes longueurs d'onde, elles sont obtenues à partir du pompage optique et des transitions qui existent dans ces matériaux. Et par exemple, on a des lasers avec une ligne 3+, un modèle qui fonctionne très bien. Alors, il y a des développements encore dans ces matériaux qui sont d'étendre les plages de fonctionnement en convertissant les fréquences avec des processus linéaires, de diminuer les effets thermiques dans les matériaux. Et puis, aujourd'hui, on remplace progressivement le néodyme par d'ytterbium, qui est plutôt en fin de siècle, etc. Parce qu'il y a un gain de puissance, et aujourd'hui, on cherche des lasers de plus en plus puissants pour les applications. L'autre aspect, c'est les grenades, ce sont des céramiques, donc c'est pas très transparent, donc pour transporter de la lumière, c'est pas idéal. Donc on essaie aujourd'hui de les remplacer par des céramiques transparentes qui vont être beaucoup plus capables de transporter la lumière. Alors, les applications des lasers, de ce type de laser, elles sont très larges. Alors, ça va de l'ophtalmologie, pour les opérations, mais aussi de la chirurgie, faire des spectacles avec. Et puis, les militaires s'intéressent beaucoup pour les guidages balistiques. Alors, la deuxième très grande application des terres rares, ce sont les aimants permanents, donc qui sont aujourd'hui les aimants les plus puissants, sont tous basés sur des alliages de terres rares. Donc en général, on associe deux types de métaux, une terre rare et puis des métaux de transition. Donc il y a des exemples de composition, il y a le fervor, qui est très utilisé, mais il y a aussi le praséodyme cobalt, le samarium cobalt aussi qui est utilisé. Alors pourquoi ces éléments sont très puissants? Parce qu'ils associent deux propriétés. L'une, c'est la forte anisotropie magnétocristalline des terres rares, qui sont dues à ces électrons 4F qui sont très fortement localisés. Et puis, on les associe avec des métaux de transition qui ont des températures de Curie élevées, une forte aimantation, ce qui fait qu'on va avoir des aimants permanents à température montante. Alors, on développe encore des matériaux, des aimants plus puissants avec ces éléments-là, pour faire des matériaux magnétiques qui ont des propriétés encore améliorées, alors, température de Curie, mais aussi l'aimantation, la saturation, le champ coercitif. Et donc, par exemple, on a des matériaux comme le praséodyme cobalt-fer qui ont des températures de Curie qui sont assez élevées, 560 K. Et puis, on travaille aussi sur des effets de nanostructure, parce que quand on diminue la taille des grains d'alliage, on va obtenir des grains qui sont nanométriques. Et en diminuant cette taille de grains, on va améliorer le champ coercitif de ces grains. On va donc avoir plus de puissance avec les aimants. Alors, les applications, elles sont énormes. Les palettes de moteurs électriques, on en trouve beaucoup dans les véhicules. Tout à l'heure, je citais, dans une voiture, on trouve des terres rares partout, mais en particulier dans tous les aimants qu'on trouve dans une voiture, parce qu'il y en a pour les lèvres fixes, comme il y en a absolument à peu près pour tous les équipements. Alors ça, c'est plutôt des petites applications, mais on a aussi tous les générateurs de grosses éoliennes offshore. Une éolienne offshore, il y a 600 kg d'aimants, donc ce sont des quantités énormes. Et puis une autre application très importante des aimants, et qui a révolutionné aussi l'enregistrement magnétique, ce sont les disques durs, où on a des petits aimants extrêmement puissants dans les entrefers, beaucoup plus puissants que les ferrites qu'on avait, ce qui permet d'avoir des disques durs tout petits qui stockent énormément d'informations. Alors un petit peu parallèlement aux applications des aimants, il y a des recherches qui sont menées sur un concept qui est la réfrigération magnétique. Donc c'est un concept qui est basé sur un effet qu'on appelle l'effet magnétocalorique, qui est la propriété des matériaux magnétiques. Quand on leur applique un champ, on va observer une variation de température sur l'action de ce champ magnétique. Alors les rendements sont supérieurs à celui des systèmes classiques, frigo à compression. En plus, ils ont l'avantage de ne pas utiliser de CFC, de ne pas se faire de bruit, de ne pas avoir de pièces en mouvement. Ça s'intéresse beaucoup, par exemple, dans le spatial, c'est très intéressant. On ne peut pas aller réparer un compresseur quand un satellite qui a été lancé. Mais c'est intéressant pour les militaires aussi, dans des milieux assez difficiles où on ne peut pas se permettre de leur des compresseurs bruyants.
Donc le principe est assez simple parce que c'est à peu près le même principe qu'un frigo à compression, mais au lieu de faire la compression, on fait de l'alignement des spins des atomes de terre rare. Donc la première étape, on est sur un système désordonné qui est ici, et puis on va appliquer le champ, on va orienter tous les spins, le système va s'échauffer, on va évacuer cette chaleur, et puis on va diminuer le champ, et le système va se désordonner, et là on va transférer du froid. Donc c'est un peu comme dans un frigo, on compresse le gaz, et puis on le laisse se détendre, on va faire des transferts de chaleur. On fait exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a des applications, alors bien sûr pour la réfrigération, mais c'est aussi envisagé pour le conditionnement d'air, et puis comme tout système thermodynamique, on peut le renverser, parce que vraiment on peut faire des pompes à chaleur avec ce système-là. Aujourd'hui, on utilise encore des terres rares. Alors, il y a des systèmes à base de lantane, fer, silicium, hydrogène, et puis encore le gadolinium avec silicium et germanium pour faire ce type d'application. Alors, au-delà des applications purement magnétiques, mais en relation avec les applications magnétiques, il y a des applications médicales. J'ai cité le gadolinium tout à l'heure, c'est un élément qui est très intéressant. Si vous avez eu le temps de voir le tableau de Mendeleïev tout à l'heure, il était juste au milieu de la série des éléments F, ce qui veut dire qu'il a 7 électrons. Et j'ai mis ici 7 électrons célibataires parce que quand on remplit les orbitales, on commence par mettre des électrons célibataires, puis quand on arrive à la moitié du remplissage, on commence à les apparier. C'est-à-dire qu'on va les apparier, mais ils vont avoir des spins qui sont orientés tête bêche. Donc là, on va commencer à diminuer l'aimantation. Alors le gadolinium qui est au milieu avec 7 électrons célibataires, c'est celui qui va pouvoir avoir le plus d'électrons qui peuvent s'orienter dans le même sens. Et c'est lui qui a l'effet magnétique le plus élevé, puisque il est capable d'avoir un moment de 10,8 magnétons de Bohr. Et donc, on l'utilise pour faire de l'imagerie médicale, parce qu'il permet d'améliorer beaucoup le contraste des images. Alors pour faire ça, on fait des petites nanoparticules de gadolinium. On peut encapsuler dans des objets qui sont un peu complexes ici, mais qui permettent par exemple de vectoriser ces petites particules de gadolinium sur une tumeur, par exemple, ou sur un organe. Et puis, il va exacerber l'image qu'on peut faire par une IRM. Et donc, on va pouvoir, par exemple, visualiser une zone malade, une déformation dans un organe de cette façon-là, grâce à ce comportement superparamagnétique des petites particules de gadolinium. On peut aller plus loin, puisqu'il y a des gens qui essayent de faire un petit peu plus que de l'imagerie, c'est-à-dire on peut imaginer que ce gadolinium, comme il est magnétique, on applique un champ magnétique, on peut l'échauffer, donc il va libérer de la chaleur, et ça peut, par exemple, lui permettre de libérer un principe actif, un médicament. Donc si on l'a ciblé sur une tumeur, il va aller libérer le médicament sur la tumeur. Ou un autre effet qu'on peut envisager, alors ça c'est ce qu'on appelle le catabolisme par hyperthermie. On va échauffer ces particules avec un champ magnétique à une température telle que la cellule va mourir. Si c'est une cellule cancéreuse, c'est justement l'objectif qui est recherché. Et donc on va pouvoir comme ça guérir les cancers en faisant un échauffement thermique sur les cellules cancéreuses. Alors à côté de ces propriétés qui étaient très liées aux propriétés électroniques des électrons 4F et aux propriétés magnétiques, il y avait aussi des propriétés chimiques et qu'on peut utiliser pour la catalyse. En particulier avec le cérium, qui est l'oxyde de cérium qui est utilisé très largement comme catalyseur, en particulier dans les pots d'échappement des véhicules thermiques. Parce que le cérium a un seul électron F. Cette particularité d'avoir un seul électron F, il peut l'échanger assez facilement avec les bandes 5d, 6s, et il peut changer assez facilement de valence. On arrive à la réaction qu'on voit ici, la double valence de cérium, il peut passer d'état CE2O3 à CeO2, donc cérium 3, cérium 4. Il va pouvoir réguler le taux d'oxygène dans un pot catalytique. Alors on le met sur un support catalytique avec des méthonomes, platine, et il va être capable de convertir le CO en CO2 ou les NOx en azote plus CO2. Alors c'est très utilisé, vous avez tous ceux qui ont une voiture thermique ici auront un peu de catalytique pour ça sur ce système-là. Alors la qualité de l'oxyde de cérium, c'est que c'est un oxyde très réfractaire, donc il a une durée de vie assez longue, qui fonctionne très bien dans les pots catalytiques. Et donc on retrouve cette application largement dans l'automobile, mais pas seulement parce que ses propriétés catalytiques et cette capacité à réguler l'oxygène
On peut l'utiliser dans d'autres réactions catalytiques comme la production d'hydrogène par transformation de l'éthanol issu de la biomasse par exemple, donc, qui permettent de produire un carburant avec zéro émission de CO2, un carburant vert à partir de biomasse. Et on utilise là des catalyseurs à base d'oxyde mixte, par exemple sérium, nickel et oxygène, qui vont permettre à partir de la photosynthèse de faire la biomasse, le bioéthanol et puis de produire l'hydrogène. Alors, c'est utilisé aussi dans d'autres applications comme la polymérisation, la pétrochimie et beaucoup d'autres applications. Hein, les grands industriels comme Solvay utilisent beaucoup ça. Alors, on a d'autres applications dans les matériaux, par exemple les céramiques haute température. Donc, les recherches dans ces matériaux, c'est de pouvoir fonctionner à des températures de plus en plus élevées pour des questions de rendement. Un moteur, hein, c'est un peu le principe du Carnot, plus la température de fonctionnement du moteur est élevée et plus le rendement est approprié. Mais on se heurte à des difficultés si vous faites des zones de turbine, par exemple dans un avion à des températures très élevées, on finit par avoir des problèmes d'oxydation des métaux de la pâle de turbine et des dégradations du système. Alors, pour pallier ce problème, on recouvre les zones de turbine avec des céramiques. Il faut que ces céramiques soient capables de tenir à très haute température. Pour faire ça, on développe des céramiques qui sont des composites qui mélangent en fait deux éléments, de l'alumine et de l'O3, avec un autre oxyde qui est le gadolinium aluminium O3, qui permet d'avoir des résistances en température bien meilleures, puisque vous voyez sur la courbe de coefficient présentée ici, on arrive à avoir des propriétés mécaniques jusqu'à des températures qui vont jusqu'à 800-1900 degrés. Et même dans certains cas, hein, sur le composite, la O3, GDRO3, les chercheurs sont allés jusqu'à la fusion de la céramique sans dégradation des propriétés mécaniques, ce qui permet d'avoir des résistances à haute température qui sont exceptionnelles. Alors, ça peut servir en fait dans des zones de turbines de réacteurs, alors ça peut être des turbines d'avion, mais aussi des turbines à gaz. Hein. Et puis c'est aussi beaucoup développé dans l'industrie nucléaire, en particulier dans le cas du projet militaire, on a besoin de contrôler des très hautes températures. Le matériau est adapté pour cette application. Alors, on ne peut pas évoquer les terrains sans parler de la supraconductivité. Les meilleurs supraconducteurs sont les Ibelco, hein, qui ont été découverts dans les années 80, sur des cuprates. Hein. Alors, c'est pas un antanide, c'est du tritium, hein, mais je l'ai expliqué tout à l'heure que comme c'était isolé électronique du lantane, on considère comme des terrains rares. Puis on va voir dans la suite qu'on utilise quand même beaucoup de terrains. Donc, ce sont des matériaux qui ont une résistivité électronique nulle, à peu près à 100 Kelvin. Bon, c'est pas idéal, parce que je regarderai tout à l'heure, on préférerait que ce phénomène arrive à température ambiante. Mais 100 Kelvin, c'est au-dessus de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est assez facile à produire. Dans les laboratoires, on l'utilise beaucoup. Donc, on peut quand même faire pas mal de dispositifs qui fonctionnent avec ce type dans ces cas de température. Alors, le problème des Ibelco, c'est que sur les oxydes, ce sont des céramiques, hein, que je l'évoquais tout à l'heure. Et les céramiques, c'est pas très déformable. Hein, et c'est pas facile de faire des fils avec. Hein. Pour faire de la supraconductivité, hein, donc ce sont des conducteurs qui ont une résistance électronique nulle, mais grâce à ce que les industriels peuvent faire, ce sont des fils, des câbles, hein, pour passer des grosses densités de fluide. Alors on ne peut pas faire de câbles avec, mais par contre on peut faire des rubans. Et donc ici c'est un exemple d'une recherche qui a été faite à l'Institut Miel à Grenoble. Vous avez une architecture assez complexe, alors, qui consiste à déposer sur un substrat de nickel, un ruban de nickel, sur un alliage, c'est nickel tungstène. Et ils vont mettre ils vont déposer une couche mince d'Ibelco dessus, de façon à ce qu'il fasse
initiale. Il y a des rêves de faire des transports d'énergie, des lignes à haute tension supra. Bon, il y a encore beaucoup de difficultés, en particulier la température biogénique est un problème. Et puis il y a aussi des projets de stockage d'énergie dans les bobines supra. On met une boucle de courant dans une bobine supraconductrice et puis on stocke l'énergie de cette façon-là. On peut la récupérer comme ça. Alors, un petit peu moins sophistiqué, mais quand même très répandu, des choses que peut-être tout le monde ne connaît pas, ce sont les accumulateurs alcalins NiMH. Donc on trouve dans beaucoup d'applications, alors par exemple vous avez des éclairages de secours ici, il n'est pas impossible que ce soit gazé de secours soit dans cette application. On les trouve dans plein d'applications, mais aujourd'hui il y a un marché très important qui est celui des véhicules hybrides électriques. Alors, je ne parle pas de pure électrique, on trouve toujours des batteries lithium pour des raisons de densité d'énergie, mais tous les véhicules hybrides type Toyota Prius ou Honda Civic utilisent cette technologie de batterie, et ces batteries elles utilisent comme cathode des alliages à base de lantane nickel 5. Alors, les alliages sont un peu plus complexes que ça, on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres éléments dedans, mais pratiquement toutes utilisent ces technologies-là. Et si vous allez à Nice, par exemple, et que vous prenez le tramway à Nice, vous constatez que dans le centre-ville, il n'y a pas de caténaire, plus l'alimentation par fuite pour des raisons esthétiques. Et c'est une grosse batterie NiMH produite par SAF qui alimente le tramway pendant toute la traversée du centre-ville. Donc une technologie qui utilise beaucoup de terrain, parce qu'il en faut des quantités pour faire les batteries. Alors aujourd'hui, il y a des recherches qui sont développées pour essayer d'avoir des alliages plus légers. Les terrains sont relativement lourds. Donc, par exemple, en faisant des associations entre lantane, nickel 5 et magnésium nickel 2, le magnésium est très léger par rapport au lantane. Dans les intercroissances entre ces éléments, on peut arriver à alléger de façon assez importante les structures et obtenir des gains de capacité massive. Donc, les batteries qui peuvent être 25%, donc un industriel c'est beaucoup, 25% de gains en masse. Il y a encore des travaux d'optimisation sur la composition en terrain, par exemple. C'est très développé, je l'ai dit, pour le transport des véhicules hybrides électriques et tramways, mais on les trouve aussi dans les batteries de secours ou dans l'outillage portable comme application. Alors, sur les aspects de propriété plutôt massive des TFA, c'est aussi des éléments qui sont beaucoup utilisés comme poison neutronique consommable dans les réacteurs nucléaires. L'idée de l'utilisation, c'est de contrôler finalement la criticité de la réaction. Donc, vous savez qu'on utilise des crayons d'uranium, et puis pour contrôler la réaction, on a des tubes qui peuvent monter ou descendre de façon à limiter la réaction en chaîne, la réaction nucléaire en chaîne. Et donc aujourd'hui, on utilise des crayons en zirconium dans lesquels on met un poison consommable qui est de l'oxyde de gadolinium. Alors poison consommable parce qu'il va être, par réaction nucléaire, il va être consommé, mais ça permet d'étaler le cycle du réacteur. C'est ce qu'on voit sur les courbes, sur un cycle classique, la courbe rouge descend assez vite, et puis si on arrive à bien contrôler cette électricité par les posons neutroniques, on peut étendre le temps d'exploitation du combustible plus longtemps, ou à des énergies plus élevées plus longtemps. Ce sont les courbes de vie. Alors on utilise aujourd'hui du terrain, enfin un oxyde de terrain, l'oxyde de gadolinium. Aujourd'hui on essaie d'optimiser ça, alors ce sont des travaux qui se font avec le CEA. En particulier en utilisant à la place du gadolinium, on utilise l'erbium, puisqu'il capture un neutron par réaction nucléaire. Et donc le challenge, c'est d'insérer cet erbium dans le crayon, enfin dans le tube de la gaine du crayon, et donc en faisant des multicouches. Alors c'est assez spectaculaire parce que c'est quelques millimètres de la gaine du crayon. Et on fait des couches zirconium, un alliage d'erbium zirconium, du nouveau zirconium, une petite couche mince, c'est la couche qui est en rouge dans le crayon, enfin dans le tube du crayon, et qui permet comme ça de développer des réacteurs nucléaires de nouvelle génération avec des temps de vie qui soient supérieurs à une optimisation du combustible dans cette aspect. Voilà, c'était un espèce de panorama des terres rares, ce que vous montrez pour les trouver dans beaucoup d'applications très variées, ça va du médical à l'énergie nucléaire en passant par le transport. Alors, ça c'était un peu la première partie de mon exposé, c'est où trouve-t-on les terrains et pourquoi faire. La deuxième partie, c'est
quelle perspective pour ces éléments dans la famine, hein. Alors, on l'a vu, hein, la répartition, je vais revenir, est plus ou moins inégale sur la planète. Est-ce qu'il y a des nouveaux gisements miniers? Est-ce qu'il y a de nouvelles applications? Est-ce qu'on peut se passer des terres rares? Est-ce qu'on peut les recycler? Alors, c'est ces aspects-là que je voudrais développer dans la suite de l'exposé. Alors, déjà, un panorama des ressources. Alors, sur la partie gauche, vous avez un camembert qui montre ce qui est connu, hein, en 2015, des ressources en terres rares mondiales. C'est vrai que la Chine en a beaucoup, en particulier en Mongolie, sur des grands gisements. Mais on voit qu'il y en a un petit peu partout, parce qu'on en trouve en Russie. Alors, en Groenland, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que c'est l'exploitation minière du Groenland, c'est une bonne idée. Mais on en trouve au Canada, au Vietnam, je ne vais pas vous faire tous les pays. Et on voit que la Chine, en fait, possède des réserves qu'environ la moitié, 47%. C'est pas un monopole dû aux ressources, hein. Par contre, si on regarde la production minière des terres rares à la même époque, on voit que 88% est exploité en Chine, parce que, voilà, pour des raisons un peu économiques et environnementales que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est que les pays riches industrialisés ont préféré délocaliser cette production qui est assez coûteuse et assez polluante en Chine et importer des terres rares. Alors, aujourd'hui, il y a quelques mines qui ont repris. Alors, en Australie, un gros gisement, l'ANAS, de terres rares. Les Américains se sont aperçus que c'était des éléments stratégiques et ont rouvert aussi une certaine exploitation. Les Russes ont quelques-unes, il y a d'autres pays. Alors, ça c'était la situation en 2015, mais bon, les choses évoluent, en particulier, ça c'est très récent, en 2018, les Japonais ont annoncé qu'ils avaient découvert dans les fonds marins, alors j'ai dit que je ne parlais pas d'océanographie, mais j'ai une slide quand même sur la mer, pas sur l'océan, puisque c'est dans la mer de Chine, dans un archipel qui s'appelle Ogasawara, qui est à 2000 km au sud-est de Tokyo, et ils ont identifié des grandes concentrations de terres rares. Alors, ils ont étudié une zone d'environ 400 km² de fonds marins, où ils estiment qu'il pourrait y avoir 16 millions de tonnes d'oxyde de terre rare, donc c'est un gisement énorme. Si on le convertit en consommation mondiale actuelle, ça représentera 1800 ans de consommation actuelle. C'est un gisement énorme. Alors aujourd'hui, il n'est pas question d'exploiter parce que déjà c'est du offshore, c'est assez compliqué, ce serait très coûteux. C'est là que la géopolitique encore a du sens parce que les Chinois ont le monopole de la production des terres rares. Je ne sais pas après sur les questions des cours, mais ils fixent un petit peu les cours des terres rares. Et c'est vrai qu'ils peuvent assécher complètement le marché en terres rares ou l'inonder selon leur production. Et l'argument japonais est plus un argument politique, c'est de dire, voilà, on ne les exploite pas aujourd'hui, mais si demain vous nous faites des misères sur le coût des terres rares, on a les moyens de répondre puisqu'on pourra les exploiter. Alors, avec des conséquences écologiques, parce que c'est un atoll qui a l'air magnifique et on peut s'interroger sur les effets d'exploitation minière sur un atoll, sur la biodiversité locale, mais voilà, c'est une espèce de guerre économique ou géopolitique pour dire vous n'avez pas de monopole, parce que vous aussi, les Japonais ont très peu de ressources minières, mais ils peuvent dire là, alors comme ils ont beaucoup de technologies qui sont liées aux terres rares, pour eux c'est important. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça c'est une courbe qui donne le prix de plusieurs terres rares, en particulier celle qui monte très haut, c'est le Canarium, oui. Mais bon, peu importe, c'est une courbe d'évolution des prix des terres rares. Vous voyez qu'en 2011, il y a eu un énorme pic qui est apparu un matin où les Chinois, qui produisent 90% de terres rares, ont dit on a besoin aujourd'hui de la production pour notre marché intérieur, parce qu'il développe énormément de produits intérieurs, et on va cesser l'exportation. Alors je caricature un peu, ça n'a pas été dit comme ça, mais on va réduire énormément de importations. Ça fait flamber les prix. Alors quand je dis flamber les prix, il y a eu un facteur 10 sur les prix, qui a affolé un petit peu tous les marchés, tous les industriels. Même à l'époque, j'ai eu avec la société SAS, on a eu un programme de recherche pour trouver des alternatives aux terres rares, parce qu'ils produisent des batteries à base de terres rares, et à ce prix-là, leur modèle économique était plus rentable. Et donc ça a duré pendant à peu près 2 ans, cette folie des prix des terres rares. Et nous, on avait travaillé donc à développer des nouvelles compositions pour ces matériaux d'électrode.
Et puis on voit, bah, c'est retombé parce que finalement, l'offre et la demande, il y a eu un peu moins de demande. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des gisements ouverts, comme celui en Australie, qui ont un petit peu calmer un petit peu les fluctuations. Et on s'aperçoit que l'économie et la science, ça ne marche pas toujours ensemble, parce que ce qui était très important quand les prix étaient très élevés, par exemple de trouver des substituts aux terres rares, devient absolument sans intérêt maintenant, puisque les prix sont tombés à peu près au niveau de ce qu'ils étaient avant, ils sont un petit peu plus chers, ce qu'ils étaient avant 2011. Donc ce sont des marchés très volatiles et c'est un peu difficile de se retrouver, mais bon, ce qui est sûr, c'est que les terres rares sont très importantes pour les technologies modernes, et que les pays industrialisés regardent quand même de très près l'évolution de ces marchés. Alors ça, c'est la situation actuelle. Après, est-ce que, après toutes les applications que je vous ai montrées, il y en a d'autres qui pourraient apparaître? Alors oui, alors je vais aussi vous donner quelques exemples. Ça date de 2018, c'est un communiqué de presse, alors c'est CNRS et l'Université de Genève, travaux en commun, qui ont publié, alors, je ne sais plus dans quel journal, je crois, un article sur l'Ytterbium. Donc l'Ytterbium, c'est une des dernières terres rares, qui serait la mémoire quantique de demain. Alors, je ne suis pas spécialiste de mémoire quantique, mais pour faire simple, c'est pour stocker des photons pendant un petit temps dans une mémoire. Alors que les photons voyagent à 300 000 km à la seconde, c'est pas facile de les attraper, de les stocker. Mais ces chercheurs ont montré que on pouvait stocker sous forme quantique des photons et puis les transporter sur des très grandes distances. Alors on est loin d'avoir encore ce type d'application, mais bon, aujourd'hui beaucoup de réseaux sont en fibre optique et c'est une application dont on aura besoin dans le futur. Alors peut-être que ça fera monter les cours de l'Ytterbium à des trous extraordinaires. Alors, c'est un sujet qui est assez chaud, les mémoires quantiques, puisque l'article était, je crois, en 2019. Et en 2019, il y avait un deuxième article, alors c'est pas sur l'université, c'est PSL, je suis désolé, avec Chimie Paritech, encore le CNRS, où ils ont montré des mémoires quantiques avec une pression de micro-ondes optiques qui est efficace, avec, alors ici, ce sont des cristaux d'yttrium, Y2 et SiO5, dopés avec de l'erbium. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très complexe, mais bon, ils disent que quand on veut faire des mémoires de photons, en fait, souvent c'est sous forme de micro-ondes, on n'est pas dans le domaine de la lumière, et que ces cristaux peuvent convertir de façon efficace le signal micro-ondes en signal optique. Donc, encore une application, alors, il y a de l'yttrium et de l'erbium, il y a deux terres rares qui pourraient être utilisées, et bon, ça ouvre la voie à de nouveaux développements dans ces technologies quantiques avec ce type de matériaux. Alors, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on retrouve des terres rares dans ces applications. Alors, il y a plus récemment, parce que c'est en 2019, il y a des chercheurs, c'est une équipe américaine, mais enfin, c'est plusieurs équipes américaines, qui ont montré, alors je parlais de supraconductivité dans les applications d'IBECO, mais eux, ils ont montré qu'avec des hydrures de terres rares ou d'yttrium, on pouvait avoir des matériaux superconducteurs proche de l'environnement, 260 Kelvin, un petit peu plus, je crois, jusqu'à 260 Kelvin. Alors, il y a un prix à payer, ce sont des super hydrures qui sont tenues à des pressions de 110 gigapascal, donc c'est pas la pression qu'on peut faire partout. Et bon, ils ont démontré que, dans les courbes de transition de résistivité, donc, que ces matériaux avaient des propriétés d'être superconducteurs à l'environnement. Alors, 210 gigapascal ou 250 gigapascal, c'est pas à la portée de tout le monde, mais la propriété dit, c'est peut-être demain, si on arrive à stabiliser ces matériaux-là à des pressions moins élevées, on pourrait avoir des supraconducteurs en plante ce type de terre. Alors, après, souvent la question qui se pose, c'est que bon, les terres rares sont indispensables, mais est-ce qu'il y a quand même des applications où on pourrait s'en passer, ou les remplacer par autre chose? Alors c'est assez difficile pour les applications qui utilisent les propriétés des électrons 4F. Je donne l'exemple des lasers, bon, les niveaux 4F, on les trouve que dans ces matériaux-là, c'est difficile de trouver des substituts au terres rares. C'est vrai aussi dans moindre mesure peut-être, mais pour le magnétisme, pour faire des aimants permanents,
seuls éléments permanents qui soient aussi efficaces que ceux à base de terre rare, on n'en connaît pas. Les ferrites sont beaucoup moins performantes. Il y a des gens qui travaillent sur des éléments à base de cobalt, avec des nanoparticules, avec des effets de champ qui sont assez élevés, mais qui ne sont pas encore capables de rivaliser avec les qualités des éléments permanents à base de terre rare. Par contre, pour d'autres applications, c'est possible. Par exemple, les catalyseurs, aujourd'hui, j'en travaille sur des catalyseurs plus vertueux, moins métalliques, avec des éléments moins coûteux que ceux d'actuellement. Alors, par exemple, des catalyseurs à base de cobalt, par exemple, qui sont développés. Et puis sur les accumulateurs alcalins, alors je suis désolé, je me cite, mais on a fait des travaux là-dessus. On a développé par exemple des électrodes négatives pour les batteries NiMH sans terre rare à base de titane nickel cuivre, qui ont des performances comparables à ce qu'on trouve avec les terres rares, mais sans terre rare, avec des éléments qui sont beaucoup plus abondants, beaucoup plus faciles d'accès que le nickel ou le cuivre pour ces batteries. Alors le dernier point que je voulais évoquer, c'est un besoin de terre rare. Dans certains cas, on peut s'en passer, mais c'est quand même difficile pour l'application des éléments permanents. Alors, si on ne peut pas les extraire du sol, ou si c'est difficile de les extraire, est-ce qu'on peut les recycler? Alors, oui, on peut les recycler. Est-ce qu'on peut faire du recyclage massif? Il y a des gens qui parlent de mines à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on ne va plus creuser dans le sol pour trouver un minerai et un métal, mais on va chercher dans les poubelles, récupérer les déchets, et puis on va les traiter et récupérer les éléments. Alors ça s'est fait, Solvay a recyclé les terres rares dans les lampes à fluorescence jusqu'en 2016, avec un business model qui était censé tenir la route. Sauf que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un retour à la normale des exportations chinoises qui a entraîné une chute des prix des terres rares, donc leur système de recyclage a commencé à perdre de son intérêt parce que les coûts de recyclage sont élevés. Et puis il y a eu un deuxième, et ça c'est intéressant aussi à suivre, un deuxième effet, c'est que les lampes à fluorescence qui étaient très développées à cette époque, à cette époque c'est passé 2016, ont commencé à disparaître au profit des lampes LED. Dans les lampes LED, il n'y a pas de terre rare. Donc voilà, si on fait plus de lampes à fluorescence et si les terres rares, les prix ne sont pas compétitifs, c'est un process qui n'a plus d'intérêt, donc Solvay a arrêté cette activité. Il y a quand même toujours des recherches qui sont faites. Il y a un projet ANR qui s'appelle Extrage, pour valoriser les éléments permanents à base de terre rare, qu'on retrouve on appelle ça des D3E, des déchets électriques et électroniques, je ne sais plus que les 3E. Donc les disques durs d'ordinateur, les haut-parleurs, les moteurs électriques. Et c'est une activité qui fonctionne, on peut récupérer les terres rares. Il y a aussi Umicore en Belgique, fait ce genre de choses. Alors bon, ils ont un petit film Umicore, mais qui est assez parlant. On voit un ouvrier avec une pelle, pratiquement, qui met des cartes électroniques dans un four à un bout de la chaîne. Puis après, la caméra va à l'autre bout de la chaîne et on voit des petits lingots d'or qui sortent, parce qu'ils ont extrait tout l'or qui est dans la carte électronique pour le recycler. Donc oui, on peut le faire, c'est un coût assez élevé. Et donc, pour que ce soit rentable, il faut que ce soit le coût de production d'un métal par le recyclage des déchets soit moins élevé que celui de la recherche minière, d'exploitation minière. Et ça, c'est difficile à faire et c'est très évolutif. Alors, il y a aussi une petite start-up à Paris-Saclay qui développe une technologie de séparation des terres rares dans les produits avec un système d'extraction liquide, donc je n'entrerai pas dans les détails. Et puis les Japonais, parce que les Japonais sont toujours un peu en avance sur ces aspects-là, eux ils recyclent beaucoup de terres rares. Alors les poudres de polissage, par exemple, j'en ai pas parlé, mais on utilise beaucoup d'oxyde de sel aussi pour faire du polissage. Le polissage des verres est fait avec ça. Donc ils recyclent. Les batteries NiMH dont j'ai parlé, qui contiennent beaucoup de terres rares, la Toyota et Honda les recyclent aussi les aimants permanents, les climatiseurs, les appareils électroniques. Donc un gros effort de recyclage et c'est sans doute une solution d'avenir pour les approvisionnements des industriels avec des éléments comme les terres rares. Alors voilà, j'arrive à la fin de mon exposé. Bon, voilà. Si vous êtes libre le 3 octobre et si vous êtes en région parisienne,
Dans le cadre des 80 ans du CNRS, on a organisé une conférence sur les terres rares, qui vont aborder à peu près les thématiques que je suis aujourd'hui, mais on a des conférenciers invités, quelqu'un de chez Solvay qui vient, quelqu'un de Chimie Paris-Tech qui viendra pour les lasers. Il y a toute une journée, tout un cycle de conférences avec des aspects aussi de recyclage. Donc, si vous êtes encore une fois à Paris et intéressé, c'est gratuit. Donc, et vous pouvez nous rejoindre. Alors, si vous allez sur le site web de mon laboratoire, vous trouvez les informations pour vous inscrire. Et puis, je voulais finir juste pour rappeler quand même que les terres rares, c'est une aventure qui a été française parce que Georges Urbain a été celui qui a découvert le lutécium. Et il y avait un gros laboratoire des terres rares à Meudon qui était spécialisé dans tous les aspects des terres rares. Et c'est un bon exemple, je dirais, de bonne articulation entre la recherche scientifique et l'industrie, parce que ces connaissances sur les terres rares dans les laboratoires de l'époque, Georges Urbain, a donné lieu à une industrie des terres rares qui a été, et qui est encore très puissante. Alors, c'était Ron Poulenc à l'époque, c'était un groupe français, groupe leader mondial des terres rares. Donc c'est là que je dis que l'articulation de la recherche et de l'industrie avait donné ses fruits en créant un géant de la chimie. Bon, Ron Poulenc est devenu Rhodia, qui a été racheté par Solvay, donc Solvay est maintenant belge. Mais bon, on va dire que c'est une industrie européenne. Mais bon, ça montre aussi que la recherche française, quand elle est à la pointe des découvertes, elle permet aussi d'avoir des transferts technologiques et d'avoir une industrie forte. Donc je pense qu'il faut encourager ces rapports-là. Je crois que c'était ma dernière slide. Je vous remercie de votre attention et je vais à toutes vos questions. Merci beaucoup. Je suppose que vous avez peut-être une question. Oui. Voilà. Merci pour cet exposé intéressant. Vous avez parlé de l'utilisation des terres rares au niveau cancer, au niveau disons, effets thermiques. Mais est-ce qu'il y a des recherches sur les effets des terres rares sur les cellules, par exemple, sur la fixation sur l'ADN, comme il y a des traitements avec le protéine, avec des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des études de biologie médicale utilisant des terres rares? Alors, oui, alors, bon, en principe, on n'ingère pas de terres rares, sauf si on mange son téléphone portable, mais c'est beaucoup mieux éviter. Là, l'application, effectivement, alors, on l'utilise beaucoup, parce que le gadolinium est déjà utilisé beaucoup pour faire de l'imagerie. On utilise du gadolinium dottage, je crois que j'ai pas mis. Donc, qui permettent d'exacerber le contraste de l'image sur les zones très vascularisées, c'est comme ça qu'on identifie les tumeurs. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il est dans un complexe, c'est-à-dire qu'on ne met pas de particules métalliques directement dans le corps humain. On a un atome de gadolinium qui est entouré par un complexe organique et qui va aller cibler sur la tumeur. Après, on l'élimine par les voies naturelles. On ne se fixe pas dans le corps. Il n'y a pas de nocivité avérée de ce type d'éléments sur le corps humain. Bon, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'ingérer ou de se faire injecter de gadolinium de tas tous les jours, mais pour des applications complexes, un petit peu comme une radio, pour faire de l'imagerie, ça se fait. Après, les effets des terres rares sur le corps humain à long terme, on ne connaît pas bien, parce que ce sont des éléments quand même qui étaient très peu utilisés. Toutes les applications que j'ai montrées, c'est des applications qui sont quand même relativement récentes. Donc, qui n'était pas très répandu. Donc aujourd'hui, l'effet de ces métaux lourds sur l'organisme sont qui se côtoient. On a de la chance. Mais il faut interpréter aussi sa chance. Et ils ont fait des progrès. Oui, il y a des progrès. Alors après, quand on regarde les lithium-ions, ça fait découvert dans les années 80. Et enfin, non, plus tard 90. Donc elles ont 30 ans quand même. Il n'y a pas eu de rupture technologique.
toujours sur à peu près les mêmes matériaux d'électrode, les mêmes matériaux des deux côtés. C'est plutôt de la charge incrémentale, hein. On a des matériaux qui sont plus fiables, qui durent plus longtemps. Bon, tous les problèmes de variation de volume s'améliorent. Les industriels ont fait beaucoup de progrès, mais c'est pour ça que par exemple les progrès des batteries lithium sur les 10 dernières années, c'est pas tellement la chimie, hein, c'est plutôt la connectique. Enfin, ils arrivent à faire des feuillards plus fins, avoir des densités de courant qui passent mieux, ils utilisent des mousses, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est plus des sciences de l'ingénieur, des procédés qui permettent d'avancer. Sur la matière elle-même, il n'y a pas eu de rupture. Hein. Bon, tout le monde, hein, tous mes collègues, tout ça, si demain on trouve le truc qui va tout changer, on en rêve tous. Bon, c'est Alain Fuchs qui disait ça, il disait des directeurs technologiques, il y en a tous les 30 ans, donc il dit, vous avez votre chance sur votre carrière, quoi, parce que, mais c'est vrai que oui, on n'a pas de choses révolutionnaires, on n'a pas trouvé un matériau qui fasse du résumé qui soit meilleur, ou 2 fois plus de capacité. Moi j'ai une anecdote, alors je ne sais pas si maintenant, la dernière anecdote, parce que moi je travaille sur des batteries, hein, et puis tu vois, j'ai un chercheur norvégien, ça, il me dit, on faisait de l'in-situ au neutron, hein, on regardait des matériaux d'électrodes, des électrodes de laboratoire. Et alors, on travaille en demi-cellule, on travaille qu'avec les électrodes qui nous intéressent. On faisait comme ça, on regardait les transformations de phase pendant la charge ou la décharge avec lui. Et lui, il me dit un jour, c'est bien ce que tu fais. Il dit, on devrait mettre une batterie commerciale dedans. Je lui dis, il faut en faire, parce que la batterie, il y a les 2 électrodes, il y a l'électrolyte, il y a le casing, enfin, le boîtier, il y a tout ça. Il me dit, ouais, mais bon, c'est intéressant, quoi. Donc on a demandé du temps de faisceau, on l'a vu. Pourquoi les proposals les plus farfelus, les plus correspondants. Et puis, je suis allé avec lui, alors on avait une batterie type bâton, alors c'était une lithium. Et puis, tac, on a mis dans le faisceau, on regarde, ça marchait pas mal, c'est du carbone, vous voyez très bien le carbone, et puis c'était un LiCO2, on voyait très bien aussi. Et puis, on va lancer la charge. Alors mon avantage avec l'électrochimie, c'est qu'il y a un ordinateur qui pilote tout, donc on lance la charge démarche, très bien et tout. Les neutrons comptaient et tout, alors on pouvait suivre les transformations de phase. Et puis, on dit, bon, on va lancer la batterie principale, donc on lance pour 2 cycles, parce que c'est à peu près 5-6 heures pour faire un cycle. Et puis on revient demain matin. C'est bien, parce que je vais passer toute la nuit, que la manip, et puis on revient le matin, et puis on regarde un petit peu les cours, alors ça avait marché. Et puis je lui dis, on n'a fait qu'un cycle. Il dit, on avait programmé 2, oui, mais on n'a fait qu'un cycle. Je regarde sur l'ordinateur, et puis c'est bizarre comment on avait programmé 2. Et puis il y avait qu'une courbe. Puis je zoome quand même. Et là je vois qu'il y avait bien 2 courbes. Mais sur une batterie commerciale, les matériaux, c'est tellement bien fait que je ne pouvais pas discerner les 2 courbes sur les 2 premiers cycles. Ah oui, parce qu'elles font 5000 cycles, enfin 2500, 3000 cycles. En fait, entre 2 cycles, c'est pratiquement la même chose. Et honnêtement, moi, sur les matériaux d'électrode, je cherche un nom, hein, j'ai jamais vu ça. Hein. Le 2e cycle, il y a toujours une différence avec le premier, parce qu'elles ont vieilli, parce que c'est pas des matériaux optimisés. Mais ce qui est optimisé dans les batteries qu'on trouve dans le commerce, c'est remarquable. Enfin, moi, c'est une expérience, je n'avais pas réalisé ça, mais j'étais incapable de discerner la première et la deuxième courbe, sauf en zoomant vraiment beaucoup. Ça repassait exactement le même temps. Ça montre quand même, pour faire des batteries qui fonctionnent, il faut quand même arriver à un degré de maturité sur les matériaux, sur tout le système qui est assez impressionnant. Merci beaucoup.